Alors nous poursuivons. Vous avez vu que dans Black Mirror, il y a des atteintes à la vie privée qui sont inimaginables. Je pense que notre collègue qui va vous parler de la vie privée aurait pu multiplier les exemples. Et je vous propose maintenant de réfléchir à la manière dont le droit peut appréhender ces différentes atteintes. Merci Yannick. Alors avant de parler de vie privée numérique, juste une petite précision sur la prochaine conférence. Elle aura lieu le jeudi 24 janvier. Voilà, à 17h. C'est toujours le même principe. Et comme vous l'a présenté Yannick, on va rester dans le glauque avec La Servante écarlate. Donc je vais vous parler de vie privée numérique. Alors Yannick a parlé d'atteinte à la vie privée, mais la question qu'on peut se poser en regardant la série Black Mirror, c'est celle de savoir, est-ce qu'il y a vraiment des atteintes à la vie privée? Donc, on peut envisager cette vie privée de deux aspects. Une vie privée plus individuelle au regard de l'individu. On va revenir à la personne. On a parlé de technologie, des nouvelles technologies, l'intelligence artificielle et l'humain et l'être humain dans tout ça et la personne physique. Et puis cette vie privée, elle peut s'envisager aussi dans le cadre des relations intrafamiliales. Quelle vie privée dans le couple au regard de l'utilisation des nouvelles technologies? Quelle vie privée des enfants dans leur rapport avec leurs parents? Et puis si on a un petit peu de temps, j'évoquerai les questionnements qui sont liés aux données personnelles, mais c'est seulement si on a le temps. Alors, commençons par la vie privée de l'individu. Quelques petits rappels pour ceux pour lesquels ce serait loin ou qui ne l'auraient pas encore vu, s'il y a des premières années parmi nous. La vie privée est un droit subjectif qui est protégé par l'article 9 du Code civil ainsi que l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme. Alors qu'est-ce que la vie privée? La vie privée n'est pas définie dans la loi. Donc, l'article 9 ou l'article 8 ne définissent pas la vie privée en elle-même, tout simplement pour laisser une marge d'appréciation au juge. Alors, on peut, avec quasi-certitude, dire que va relever de la vie privée tout ce qui va toucher à l'intimité de la personne, son lieu de vie, son domicile, ses relations amoureuses, amicales, sentimentales, etc. Et puis relèvera de la vie plutôt publique, toutes ces relations professionnelles et l'exercice de fonctions publiques, notamment. Alors, la vie privée est protégée par le droit. Je soulignerai, pour ceux qui ne le sauraient pas, que la protection de la vie privée par le Code civil est assez récente, puisque la loi qui a introduit l'article 9 du Code civil est une loi de 1970. Donc, cette question de la protection de la vie privée, elle se pose, en tout cas, depuis assez peu de temps, à l'aune de l'humanité. Donc cette protection de la vie privée, là aussi, autre petit rappel, n'est assurée que lorsque un tiers va divulguer un élément de votre vie privée, et ce, sans votre consentement. Et c'est là où la série Black Mirror interroge, y a-t-il vraiment une atteinte par les tiers à la vie privée? La réponse est non. Il n'y a plus de vie privée puisque tous les individus sont consentants à divulguer des informations relevant de leur vie privée, par eux-mêmes ou indirectement par le biais d'un tiers. Dans chacun des épisodes que l'on peut envisager, eh bien, on constate que les individus sont tout à fait d'accord avec le fait de divulguer des éléments de la vie privée, de leur vie privée, et d'interagir avec les nouvelles technologies qui vont utiliser des éléments de leur vie privée. On a parlé de machine learning, de deep learning. L'intelligence artificielle va utiliser ces éléments de la vie privée pour justement être opérationnelle.
Alors, à ce titre, on peut utiliser plusieurs épisodes pour illustrer cette absence totale de vie privée pour les individus. Alors, notamment l'épisode 2 de la saison 1, qui s'appelle 15 Million Merits. C'est... 15 millions de mérites, je pense que ça doit être ça le titre en français. Pardon ? Oui, 15 millions de likes ou voilà, 15 millions de crédits. Alors pour resituer un petit peu le contexte, donc on est face à deux personnages principaux qui vivent dans un univers, là pour le coup, extrêmement futuriste. On n'est pas dans quelque chose qui est ancré dans une réalité proche de la nôtre. Ils vivent dans des sortes de boîtes. Des boîtes où ils sont constamment entourés d'écrans. Donc on peut constater qu'il n'y a aucune protection de leur domicile, de leur lieu de vie, puisqu'ils sont en interaction constante avec les écrans, écrans qu'ils ne peuvent pas contrôler. Dans cet épisode, ils sont, dès leur réveil et jusqu'à leur coucher, ils vont être confrontés à des images qu'ils ne contrôlent pas, qui sont l'équivalent de publicité ou d'émissions un petit peu de télé-réalité extrêmement vulgaires, qu'ils ne peuvent bloquer qu'en payant, grâce à des crédits qui s'appellent dans l'épisode des mérites, crédits qu'ils vont obtenir d'une façon très simple, en faisant du vélo. Donc toute la journée, ils font du vélo pour gagner des points qui leur permettront d'accéder à des contenus qui ne seront pas des émissions de télé-réalité extrêmement violentes d'un point de vue physique ou d'un point de vue sexuel. Et on peut constater aussi que leur liberté d'aller et venir est totalement entravée, puisque dans ce monde futuriste, ils ont une seule perspective, c'est leur boîte dans laquelle ils vont vivre et les vélos sur lesquels ils vont pédaler. La seule solution pour se sortir de cet échelon social assez inférieur, c'est de participer à une émission de télécrochet, ce qu'on appelait comme ça avant, ce qui est un peu une sorte de The Voice ou de Incroyable Talent, c'est assez proche d'ailleurs de Incroyable Talent, où c'est en gagnant le droit d'accéder à cette émission, ils vont pouvoir devenir chanteurs, devenir personnage d'une télé-réalité à caractère pornographique ou tout le moins érotique, ou participer à d'autres émissions de la sorte. Donc aucune possibilité d'aller et venir dans ce monde futuriste, si ce n'est en gagnant 15 millions de mérites pour participer à cette émission et ensuite arriver peut-être à un accomplissement social, ce qui arrive au personnage principal, qui à la fin se retrouve effectivement dans un appartement, mais là il n'a plus aucune interaction sociale, si ce n'est par le biais d'un écran. On retrouve un petit peu cette même idée de contrainte au regard de la liberté d'aller et venir, au regard des relations interpersonnelles. Dans un autre épisode, c'est une question qui se pose dans plusieurs épisodes, dans l'épisode qui s'appelle Hank the DJ, donc ça c'est le titre d'une chanson de... je sais plus, j'ai un trou là, c'est The Cure ou The Smith, enfin, voilà, c'est The Smith, merci. Notre technicien connaît ses classiques. Donc dans cet épisode, on voit un couple, je ne sais plus leur nom, Amy et Frank. Voilà, Amy et Frank qui sont dans un monde là aussi assez futuriste où les relations interpersonnelles reposent sur une intelligence artificielle. On vous en a parlé à propos de l'épisode White Christmas, mais c'est une thématique récurrente. Et cette intelligence artificielle, c'est un coach amoureux qui doit les conduire à trouver leur âme sœur, voilà, la personne parfaite pour chacune d'elles. Et pour arriver à cette âme sœur, à cette personne parfaite, la seule solution, c'est de multiplier les relations amoureuses, justement pour nourrir l'intelligence artificielle. Ce coach doit savoir quels sont vos goûts, différents goûts amoureux, comment vous interagissez avec autrui dans la vie quotidienne pour justement trouver cette âme sœur. Et on voit qu'ils sont complètement contraints par ce système puisqu'ils n'ont absolument aucune liberté d'aller et venir. Ils sont dans un monde effectivement très très beau,
voilà, un monde très vert, très d'inspiration un petit peu scandinave, avec des lacs, etc. Mais très vite, on se rend compte qu'en réalité, ils ne peuvent pas sortir de ce monde futuriste. Ils sont coincés jusqu'à ce qu'ils trouvent leur âme sœur. Alors, on se pose quand même quelques questions à la vue de l'épisode. On n'a pas l'impression qu'ils travaillent. On n'a pas l'impression que ce soit d'ailleurs une difficulté pour eux de ne pas travailler, puisqu'ils sont dans ce monde jusqu'à ce qu'ils trouvent leur âme sœur. Et ils le savent directement. À chaque relation individuelle, ils savent combien de temps ils vont rester l'un avec l'autre. Donc, ça va de 12 heures à 5 ans. Et voilà, on se rend compte, vous irez voir l'épisode, que très rapidement, le couple, qui a une durée de vie de 12 heures, va aller contre cette intelligence artificielle, contre ce coaching. Et voilà, j'ai choisi de ne pas faire de spoiler, et je vous invite à aller voir l'épisode. Donc des contraintes sur la liberté d'aller et venir, des contraintes sur le domicile. Oui, je n'ai pas précisé dans cet épisode, ils sont surveillés par des hommes en noir avec des tasers qui empêchent d'autres interactions individuelles. A priori, ils sont aussi filmés constamment dans leur domicile. Bah oui, il faut bien alimenter le coach virtuel. Donc ils n'ont absolument plus aucune intimité, aucune vie privée. À la vision de la série Black Mirror, on peut se poser la question, mais est-ce qu'on a encore besoin d'une vie privée? Est-ce qu'on est encore attaché à cette vie privée? Et la réponse, pour un certain nombre d'épisodes, c'est non. On voit que les protagonistes, leur vie privée, ça ne les intéresse absolument pas. On peut illustrer cela avec cet épisode. Donc, c'est l'épisode 1 de la saison 4, qui s'appelle en français Chute libre, Nosedive. Donc, dans cet épisode, l'héroïne, Lacey, est dans un monde qui se rapproche un petit peu plus du nôtre. Il n'est pas très futuriste. Il y a des voitures autonomes, certes, mais il est quand même assez proche du nôtre. Et toute sa vie tourne autour des réseaux sociaux, puisque le système de la société est un système qui est fondé sur une notation, sur les likes. On n'est pas très loin de notre société actuelle. Et donc, pour pouvoir accéder à certains services, à certains lieux, il faut qu'elle ait une note sur 5. Alors, chaque interaction sociale impose de donner des étoiles à la personne avec laquelle on interagit. Si la personne est aimable, on va lui donner 5 étoiles. Si elle n'est pas aimable, on lui donnera une étoile, et ainsi de suite. Et tout est tourné vers cette culture du like. Il faut avoir des likes pour avancer dans l'échelle sociale. Et donc, eh bien, on voit que sa vie numérique, en tout cas, c'est une vie de façade. Elle poste des magnifiques photos de sa vie de tous les jours. Elle fait du sport et elle se filme en faisant du sport. Tout est tourné vers les réseaux sociaux, son image et la façon de mettre en scène sa vie. Pourquoi? Pour obtenir des likes, pour une forme d'avancement social. Et c'est le cas pour tous les autres protagonistes. Ils sont tous sur leur écran constamment, ce qui n'est pas loin de ce qui se passe pour nous aussi actuellement, et tourné vers cette volonté d'obtenir des likes. Mais c'est une vie de façade, et on s'en rend très très vite compte, parce que elle va poster par exemple une très jolie photo de son café avec son petit cookie, et on voit qu'elle fait semblant d'être contente, mais le café, elle n'aime pas ça, très clairement, et les cookies non plus. En tout cas, elle ne le mange pas. Elle le prend en photo comme si elle l'avait mangé, mais elle n'ira pas jusqu'à le manger. Pourquoi? Parce qu'on l'apprend dans la suite de l'épisode, elle était dans son adolescence boulimique. Donc, elle cache cet élément, effectivement, pour mettre en scène sa vie, pour avoir la vie parfaite, une vie qui est totalement mise en scène. Et on reviendra sur cette question de la nécessité des likes. Ce que l'on voit, c'est que très vite, les protagonistes dans cette série abandonnent en fait toute idée de vie privée. Et ils le font plus ou moins consciemment pour accéder à certaines technologies. Parce que si on n'utilise pas la technologie, socialement, on est mal noté dans l'épisode Chute libre. On ne peut pas avoir accès à certains services. Donc, pour accéder à ces nouvelles technologies, le prix à payer, c'est la vie privée. Et ils n'ont pas l'air d'être plus malheureux que ça, en tout cas en apparence. Et cette
ce consentement à l'utilisation de la vie privée, il se fait aussi, on l'a évoqué tout à l'heure, par le biais de l'utilisation des nouvelles technologies. On peut illustrer cela avec un autre épisode à propos duquel on n'a pas encore parlé, c'est l'épisode Playtest. Je ne sais plus par contre quel est l'épisode, je vais retrouver ça, peu importe. Oui, c'est l'épisode 2 de la saison 3. Donc on a le personnage principal qui a besoin de se faire financer la fin de son tour du monde. Et donc pour cela, il décide de participer à une sorte d'étude clinique, une recherche qui porte sur un jeu vidéo. Il va accepter qu'on lui implante une puce juste derrière l'oreille. Cette puce aura accès à son cerveau et donc à tous ses souvenirs, à toute sa vie privée, tout ce qui fait peut-être sa personnalité, sa personne, son intimité. Et grâce à ces informations, eh bien, l'intelligence artificielle va pouvoir créer un jeu vidéo qui soit au plus proche de ce qu'il est lui-même, avec là aussi une intelligence artificielle qui crée un jeu de réalité augmentée extrêmement réaliste, puisqu'il va intégrer le jeu vidéo et très rapidement ne plus savoir quelle est la différence entre la réalité, le jeu vidéo, avec un jeu vidéo qui tiendra compte de sa vie privée. Donc on verra apparaître sa petite amie, on verra apparaître eh bien, sa pire angoisse. La peur ultime pour cet homme, c'est d'être malade, comme son père qui vient de décéder d'un Alzheimer précoce. Et je ne vous cache pas que la fin ne sera pas joyeuse pour ce personnage. Donc chaque protagoniste, et c'est flagrant pour presque tous les épisodes de Black Mirror, chacun des protagonistes va accepter consciemment ou inconsciemment de mettre de côté sa vie privée et sans vraiment en mesurer les conséquences. L'utilisation des nouvelles technologies se fait au détriment de la protection de la vie privée, ce qui m'a conduit à vous dire en introduction qu'il n'y a plus de vie privée dans le monde qui est présenté dans Black Mirror. Alors, est-ce qu'ils peuvent invoquer des atteintes à la vie privée ? La réponse est non, puisque dès lors qu'ils consentent à la divulgation d'informations relevant de la vie privée, ils ne pourront plus par la suite en invoquer une atteinte, puisqu'ils ont volontairement divulguer, souvent par eux-mêmes d'ailleurs, ces éléments de la vie privée. Donc ils ne pourront plus, juridiquement parlant, justifier d'une attente ouvrant droit à une réparation. Par ailleurs, si l'on revient à l'encadrement juridique de la protection de la vie privée, rappelez-vous, la protection de la vie privée va céder face à notre droit subjectif, une autre liberté fondamentale, la liberté d'expression, le droit d'être informé et le droit d'informer. Donc toute atteinte à la vie privée deviendra licite, même sans le consentement du principal intéressé, dès lors que cette atteinte est justifiée par la liberté d'expression, la liberté d'informer le public sur un fait d'actualité ou sur un débat d'intérêt public. Alors, à ce propos, quel épisode peut être marquant de cette confrontation entre la vie privée et la liberté d'expression ? C'est... Pour ceux qui ont vu la série et qui ont commencé par le premier épisode, je pense au premier épisode de la saison 1 qui s'appelle l'hymne national, The National Anthem, mais j'ai choisi de l'envisager sous l'angle du droit à l'image, donc on va en parler tout de suite. Néanmoins, voilà, la question de la vie privée, elle est récurrente dans les différents épisodes de Black Mirror. On pourrait aussi parler de la problématique de la vie privée et de la justice, de l'utilisation d'éléments de la vie privée via des intelligences artificielles pour mener une enquête ou pour mettre en œuvre une décision de justice. Alors, Thibaut Douville l'a évoqué à propos de l'épisode White Christmas. Il aurait pu aussi évoquer deux autres épisodes sur lesquels voilà, je ne fais que soulever des questions, notamment l'épisode sur l'ours blanc,
où on voit qu'est mis en scène une forme de justice spectacle, où la peine, eh bien, c'est une sorte de parc d'attractions où les condamnés sont dans une, sans le savoir, hein, sinon ce serait pas drôle, ils sont dans une sorte de, oui, effectivement, de zoo humain où les gens viennent voir le condamné et le mettent en scène, alors dans un contexte où il aura l'impression d'avoir des interactions humaines, voilà. Donc, je vous invite à aller voir cet épisode et voir également autre épisode, l'épisode Tais-toi et danse, où différents protagonistes vont voir leurs données personnelles hackées et via leur caméra, via leur smartphone, via leurs ordinateurs, vont être révélées à un groupe de hackers des informations qui sont à caractère personnel et qui sont effectivement, si elles étaient divulguées, porteraient gravement atteinte à leur vie privée, puisque les informations qui sont susceptibles d'être divulguées sont très négatives pour leur part. Or, dans cet épisode, le groupe de hackers, qu'on ne voit jamais, qui n'a que des interactions via les nouvelles technologies, ce groupe de hackers va forcer chacun des protagonistes à accomplir une ou plusieurs actions, des actions anodines, mettre à disposition sa voiture personnelle dans un parking, l'épisode commence comme ça, ou des actions beaucoup moins anodines comme braquer une banque ou combattre à mort une autre personne qui est face au héros de l'épisode, qui se termine par de toute façon une divulgation de tous les éléments de la vie privée qui ont été révélés aux hackers. Donc une vie privée dans le futur, eh bien plus de vie privée du tout. Et qu'en est-il du droit à l'image? Alors vous le savez, le droit à l'image, c'est un droit qui est, on pourrait dire, dérivé de la vie privée. Le droit à l'image qui permet à toute personne d'interdire que la captation et la diffusion de son image par un tiers sans son autorisation préalable. Alors qu'en est-il du droit à l'image dans les épisodes de Black Mirror? Oui, peut-être revenir sur quand même quelques conditions de la mise en œuvre de la protection du droit à l'image. Donc cette protection, elle est reconnue à toute personne et cette protection, elle ne jouera que si l'image est captée dans un lieu privé ou si, lorsque l'image est captée dans un lieu public, l'image est centrée sur la personne dont l'image est captée. Par ailleurs, vous rappelez-vous, il y a un certain nombre d'exceptions à l'atteinte au droit à l'image, notamment le fait d'exercer une fonction publique à titre public, ou l'exception du fait d'actualité qui permet l'utilisation d'une image, sauf si cette image constitue une atteinte à la dignité de la personne humaine. Alors, si on revient à l'épisode hymne national de Black Mirror. Donc c'est le premier épisode qui ouvre la série. Une fois qu'on a passé le premier épisode, voilà, on peut regarder la suite. C'est une épreuve en soi de regarder cet épisode. Alors pour vous faire un petit peu le synopsis de l'épisode, très rapidement, je vais aller très très vite, je ne vais pas rentrer dans les détails. Rassurez-vous, je n'ai pas mis d'extrait. Il n'y a pas beaucoup de gifs animés sur cet épisode. Je pense que pour ceux qui l'ont vu, vous en doutez pourquoi. Enfin, il y en a quelques-uns, je ne les ai pas mis. Mais voilà. Donc, dans cet épisode, c'est une série britannique, donc on est à Londres. Le Premier ministre est réveillé très très tôt. La princesse héritière a été enlevée. Donc tout de suite, il réagit. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut payer combien? Là, les conseillers sont un petit peu embêtés, parce qu'il ne faut pas payer en monnaie. Il faut que lui accomplisse un acte particulier. Il est demandé en échange de la princesse qu'il ait une relation sexuelle avec un porc en direct à la télévision britannique, et puis l'information va être diffusée à travers le monde entier, et donc il va être amené à commettre cet acte pour justement libérer la princesse. Alors, au regard du droit à l'image, est-ce que notre Premier ministre britannique pourrait faire valoir une atteinte à son droit à l'image? Alors, effectivement, il exerce une fonction publique. Ça,
ça ne fait aucun doute. Mais est-ce qu'il est vraiment à ce moment-là dans l'exercice de sa fonction publique? On peut en discuter. Encore que l'intérêt de l'État, peut-être, peut justifier qu'il soit effectivement dans l'exercice de sa fonction publique. Si on prend l'autre exception, le fait d'actualité, est-ce que ça illustre un fait d'actualité? A priori, oui. Mais est-ce qu'il n'y aurait pas là une atteinte à la dignité de la personne du Premier ministre dans le fait de diffuser son image de la relation avec un porc? Donc je soulève cette... 5-8 minutes. Alors, si on envisage maintenant la vie privée dans le cadre familial, déjà dans le cadre du couple, et on verra si on a le temps, avec l'enfant. Y a-t-il une vie privée dans le cadre d'une relation de couple, et notamment dans le mariage? Bien évidemment, chacun des époux peut faire valoir le droit au respect de sa vie privée. Chaque époux a une vie privée, ce qu'on peut appeler le jardin secret. Chacun est libre de garder un jardin secret en ne révélant pas certaines informations à son conjoint, bien évidemment en respectant les obligations qui naissent du mariage, notamment l'obligation de respect ou l'obligation de fidélité, le fameux article 212 du Code civil. Et là, on a plusieurs épisodes qui peuvent illustrer cette problématique de l'utilisation des nouvelles technologies et de la révélation d'éléments de la vie privée via des nouvelles technologies. Et je pense notamment à l'épisode 3 de la saison 1. Épisode 3 de la saison 1, où le protagoniste, et d'ailleurs toutes les personnes de ce monde-là, sont équipées par un petit outil qui s'appelle un grain, un grain, je pense que c'est ça en anglais. Donc c'est une petite puce implantée toujours derrière l'oreille, cette fois-ci, et une petite puce qui permet d'accéder et d'enregistrer tous les souvenirs de la personne. Donc constamment, vous regardez quelque chose, un film, vous avez une interaction, tout ça est filmé en continu, ce qui permet à chaque personne, via une petite molette, eh bien, de revenir sur des souvenirs antérieurs. Donc ça permet effectivement de régler quelques problématiques. On peut se dire, bah oui, si on a perdu ses clés, au moins on peut remonter en arrière et on saura où est-ce qu'on les aura laissées. Ça, une application, de prime abord, on se dit, oui, c'est pas mal. Effectivement. Sauf que ça permet effectivement d'enregistrer toutes les interactions, tout ce qui se passe dans la vie depuis l'implantation de la puce. Alors, je vais arrêter avec les gifs parce que c'est pénible à la fin. Et donc ce personnage a un doute sur la fidélité de sa femme. Voilà. Suite à un dîner avec des amis de cette dernière, il se dit qu'elle a une interaction particulière avec un de ses vieux amis, qui s'appelle Jonas, qui d'ailleurs n'est pas forcément très sympathique, puisque pendant le dîner, il révèle qu'il utilise cette nouvelle technologie. Pourquoi ? Pour revoir les relations sexuelles qu'il a eues avec d'anciennes partenaires et puis revivre tout ça. Voilà, je vous laisse imaginer la suite. Donc, bien évidemment, notre personnage principal se dit que sa femme a été enregistrée par son ami. Donc il va tout d'abord contraindre cet ami à effacer toutes les informations, parce qu'on peut effectivement y accéder via n'importe quel écran à disposition. Donc il va l'agresser physiquement, complètement détruit par la jalousie qui l'anime, et il va aller bien plus loin, puisqu'il confrontera son épouse et qui sera obligé de lui diffuser des images d'une relation sexuelle qu'elle avait eue avec cet ami, qui révélera au principal intéressé que leur fille commune n'est pas leur fille. Alors si on revient à la relation de couple, que pourrait faire cette personne ? Pourrait invoquer une violation de l'obligation de fidélité. Mais est-ce que les images enregistrées dans cette nouvelle technologie, est-ce que ces images pourraient être utilisées dans le cadre d'un divorce ? Alors, je vous rappelle que dans le cadre du divorce, toutes les preuves sont admises à la condition qu'elles aient été obtenues sans fraude ni violence. Or là, le fait est qu'il ne pourrait pas utiliser ces images dans le cadre du divorce avec son épouse parce qu'elles ont clairement été obtenues par violence.
Donc on voit que l'utilisation des nouvelles technologies est conduite à ce qu'il n'y ait plus vraiment au sein même du couple de vie privée, avec des conséquences extrêmement négatives, une séparation pour ce couple. Thibaut Douville a évoqué l'épisode White Christmas, donc je n'en parlerai pas. On peut voir une manifestation de l'absence totale de vie privée dans un couple, alors certes un petit peu particulier, dans le tout dernier épisode de la série, donc l'épisode Black Museum, Musée Noir, de l'épisode 6 de la saison 4. Parce que sinon Léa, il va pas avoir le temps de faire ça. Alors, est-ce que je peux parler quand même des relations avec les enfants quand même? Je te donne 3-4 minutes. 3-4 minutes. C'est gentil. Alors, bon, je passe sur cet épisode. Relation avec les enfants. Les enfants ont-ils une vie privée? Alors, le droit de l'autorité parentale impose aux parents, oblige les parents à surveiller et à contrôler l'enfant dans sa santé, sa sécurité, sa moralité. Donc, ils peuvent contrôler les allées et venues de l'enfant, les relations personnelles de l'enfant. Bien évidemment, tout cela se fait au regard de l'âge et de la maturité de l'enfant. Doit être préservée une certaine autonomie à l'enfant en fonction de son âge et de sa maturité. Alors, l'utilisation des nouvelles technologies dans tout ça. Dans un épisode, l'épisode Archangel, une femme a un enfant dans des circonstances qui font qu'on sent qu'elle est très tôt très inquiète à propos de l'enfant. Et dans cet épisode, l'enfant va disparaître pendant quelques minutes, quelques heures, on ne sait pas trop, mais ça inquiète énormément la mère. Et elle va décider de participer à une étude, une expérience, une étude clinique, qui lui propose d'avoir accès à une nouvelle technologie, là aussi implantée, là encore derrière l'oreille de l'enfant, ce qui lui permettra de géolocaliser l'enfant, déjà, elle saura toujours où sa fille est. Ça lui permettra aussi, via une tablette, de contrôler ses variables physiologiques, son poids, son rythme cardiaque, etc. Et puis, comme les enfants sont confrontés parfois dans notre société actuelle et dans cette société-là à des images violentes, sources de stress, la proposition de cette nouvelle technologie, c'est de faire une sorte de contrôle parental en direct, une sorte de contrôle parental réel. L'enfant, lorsque l'on active le filtre parental, ne verra plus la source de stress. Il verra, comme on a déjà vu dans l'épisode White Christmas, il verra quelque chose de flouté. Voilà, quelque chose de pixelisé, ce qui devrait l'apaiser d'un point de vue du stress. Donc elle accepte cette nouvelle technologie qui n'est qu'à la phase expérimentale et par la suite on se rend compte que l'enfant est un petit peu perturbé psychologiquement par l'utilisation de cette nouvelle technologie puisqu'il ne comprend pas ce qu'est la violence et il ne l'intègre pas d'un point de vue psychologique. Donc elle va remédier à cela en abandonnant cette technologie. Dont on apprend d'ailleurs dans l'épisode qu'elle a été interdite. Voilà. Donc c'est impossible d'un point de vue éthique de retirer la puce à l'enfant. La seule solution, c'est de fermer la tablette et de la mettre de côté, ou de la détruire, ce que lui propose d'ailleurs le psychologue, mais ce que la mère ne fait pas. Les années passent, l'enfant est adolescente, puis un soir, comme font souvent les adolescents, ils ne rentrent pas à l'heure dite, et c'est ce qui se passe. Donc qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va aller rechercher la tablette pour voir où est son enfant. Donc elle va la géolocaliser, mais elle ne va pas s'arrêter là. Elle va pouvoir, via la puce, voir ce que voit sa fille et être confrontée à la situation portant gravement atteinte à l'intimité de sa fille, de voir que sa fille est en train d'avoir une relation sexuelle, sans doute la première d'ailleurs, avec son petit ami. Et par ce biais-là, elle apprendra que sa fille est amenée à se droguer, que aussi sa fille, via les variables physiologiques, est enceinte. Elle décidera donc, à son insu, de lui donner la pilule du lendemain. Bien évidemment, tout ça ne va pas se finir très très bien. La fille gagnera son autonomie, mais au prix d'une certaine violence et au prix de la relation qu'elle pouvait entretenir avec sa mère. Donc je n'ai plus du tout de temps pour évoquer d'autres questions. Si je peux pour conclure juste évoquer très très rapidement un vieil article, un vieil éditorial, vieux, tout est relatif, mais qui a été publié dans The Economist en 1999, donc en avril 1999,
Et vous pouvez le retrouver en ligne, il a été publié au Courrier international par la suite. Et dans cet éditorial, eh bien, l'éditorialiste dit clairement que la vie privée, eh bien, il n'y en a plus à l'heure des nouvelles technologies. On est en 99, il y a quasiment 20 ans. On nous dit, parce qu'il y a des nouvelles technologies, parce qu'on est fiché, on est surveillé en permanence, eh bien, il n'y a plus de vie privée. La vie privée, c'est en quelque sorte une parenthèse qu'on a connue entre les années 70 et maintenant, sauf qu'à la différence de ce qui se passait dans le passé, où tout un village, effectivement, connaissait tout sur tout le monde. On a déjà vu ce qui se passe dans les petits villages, on sait toujours, si vous discutez, en tout cas moi, c'est ce qui se passe quand je vais voir mes grands-parents, ma grand-mère, elle a toujours plein d'histoires à me raconter sur les gens de son village. Sauf que la vie privée, l'absence de vie privée était limitée à un village. Mais à l'heure du tout numérique, on ne sait pas ce que les autres savent sur nous. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup.